Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. C'est la dernière émission de l'année. C'est la dernière de la saison, pas de l'année, puisque on a beaucoup de chance. En tout cas, moi j'ai de la chance, puisque je sais que les émissions vont reprendre en septembre. Donc une dernière émission qui fait tout à fait le lien avec le titre de l'émission. L'émission s'appelle Il y a de l'écho dans mon salon, et ce soir on va vraiment parler d'économie, puisqu'on va parler d'export avec mon invité d'aujourd'hui que je vais vous montrer tout à l'heure. Avant, vous le savez, il y a quelques allez, on va dire quoi, quelques préambules. Comme d'habitude, on remercie la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse, la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne, pour avoir été les partenaires de cette année. Puis je les remercie en avance pour être les partenaires de la saison prochaine. Vous le savez, c'est votre émission, vous pouvez poser des questions, c'est recommandé, surtout sur un thème aussi technique que celui-là. Moi, personnellement, j'y connaissais pas grand-chose, donc je sais déjà que je vais me faire plaisir en posant les questions à mon invité. Vous pouvez poser des questions. Par contre, on est bien d'accord, on reste courtois, on reste poli. On a le droit de ne pas être d'accord avec l'invité ou avec moi, mais on reste poli sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est pas parce qu'on est derrière son écran qu'il faut faire n'importe quoi. Allez, je vous le montre. Regardez-le, il est là. Comment ça va bien, Jérôme? Ça va très bien, merci. Voilà. Jérôme Levasseur. Jérôme Levasseur qui... Allez, je vais faire un peu mousser. Il est quasiment revenu de New York pour l'émission. Alors, c'est pas complètement vrai, mais ça me fait plaisir de le croire. Ça va bien, Jérôme? Vous êtes arrivé facilement, le décalage horaire? Oui, le décalage horaire. Je suis arrivé hier midi, en fait, voilà. de retour de New York. Voilà, presque exprès pour être dans ce salon. Et il était bien évidemment à New York pour les affaires. Qui de mieux placé que Jérôme Levasseur pour nous parler effectivement de l'export. Alors Jérôme Levasseur, dirigeant d'Aquaroche, fabricant de décors en céramique pour aquarium, vous allez nous dire en quoi consiste exactement votre activité, élu de la CCI Creuse, représentant de la CCI Creuse auprès du comité de pilotage international de la CCI Nouvelle-Aquitaine. Il est également élu à la CPME 23 et vous faites partie de la commission internationale de la CPME. C'est bien ça? Ouais, tout bon. Tout bon. Donc, un chef d'entreprise à la fois, bien évidemment, très impliqué dans la vie de son entreprise et puis très impliqué dans l'environnement, au travers des CCI et notamment des commissions internationales. Jérôme, la coutume veut que quand on vient dans ce salon, avant d'être un chef d'entreprise, un représentant de ceci, cela, on est d'abord un individu. Qui est l'individu? Quel est le parcours, dans les grandes lignes bien sûr, de Jérôme Levasseur avant d'arriver dans ce fauteuil? Le parcours, si on remonte au moment où j'étais étudiant à Limoges. J'ai fait des études de céramique à Limoges. Et ensuite, en sortant de l'école d'ingénieur, j'ai décidé de parcourir un peu le monde pour apprendre le métier. Donc j'ai voyagé en Italie, en Russie, en Ouzbékistan, au Maroc, en Turquie. Enfin, voilà. D'accord. J'ai fait beaucoup de voyages professionnels pour apprendre le métier. Depuis 2007, je suis revenu en France. J'ai travaillé pendant presque une dizaine d'années pour une grande entreprise internationale je ne sais pas si on peut la citer. Oui, mais bien sûr, ici on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Donc en fait, qui est également une entreprise assez implantée dans la région, puisqu'il s'agit de Imerys. Oui. Et donc avec Imerys, j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire voyager à l'international. Jusqu'à ce que je décide en fait de reprendre une entreprise. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur Aquaroche. Et je suis donc le gérant de Aquaroche depuis 2017. Aquaroche fait des décors en céramique d'aquarium. Voilà. Alors ça a l'air comme ça, pour les gens qui ne savent pas, ça a l'air un peu anecdotique, mais pas du tout. Quelques chiffres, je les ai sous les yeux. Aquaroche, c'est quand même plus de 300 000 € de chiffre d'affaires, et on va voir avec une partie importante à l'export. Effectivement, un peu plus de 300 000 € de chiffre d'affaires. Nous sommes 5 à travailler dans l'entreprise. Et 60% environ de notre chiffre d'affaires qui se fait à l'export tous les ans. Alors pour la petite histoire, il se trouve que
j'ai la chance de temps en temps d'animer quelques rencontres organisées par la CPME 23 et dernièrement on avait fait quelque chose par rapport à la transmission d'entreprise. Et si je me rappelle bien, mais peut-être je me trompe, je crois que là, vous aviez donné confiance à l'ancienne propriétaire d'Aquaroche parce que vous étiez un gars qui courait. C'est ça, hein? C'est elle qui, oui, voilà, c'est elle qui avait eu confiance en moi. Parce voilà, que, c'est ça, vous aviez donné confiance. Je faisais de la course à pied longue distance et du coup, elle a pensé que j'allais être suffisamment endurant pour arriver à endurer une reprise. À quoi ça se joue, hein, parfois. Alors, bien sûr, il n'y avait pas que ça, mais l'anecdote avait été assez intéressante. Alors, on va commencer à dire bonjour. Là, il y a déjà du monde. Philippe Daly. Hein, bonjour Philippe. Philippe Daly. La CCI est le partenaire, c'est gentil, incontournable des initiatives mettant à l'honneur l'économie locale. Oui, il y a besoin de mettre à l'honneur l'économie locale. Et Jean-Christophe Alliot qui dit les entreprises françaises doivent-elles s'assurer crédit à l'export. On va en parler, hein, c'est prévu, c'est prévu dans l'émission, Jean-Christophe. Bien évidemment, alors voilà, et n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Bon, celle-là, on ne va pas la traiter tout de suite parce que c'est prévu dans le déroulé, mais voilà. Alors, on est là aujourd'hui, Jérôme, pour parler d'export. Vous étiez à New York, on va voir, hein, on y reviendra pendant l'émission, justement, peut-être pour illustrer un certain nombre de choses que vous allez nous dire, mais pour avoir une vision globale. Moi qui ne connais pas grand-chose, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a que les grosses entreprises qui exportent. La preuve, ce n'est pas le cas. Et puis ça veut dire quoi, les grosses ou les petites entreprises? Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit panorama de ce que vous connaissez des entreprises qui exportent aujourd'hui? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Donc, donc effectivement, il y a des grosses entreprises qui exportent. Il y a à peu près, je crois, 8000 ETI et groupes français qui sont exportateurs. Ouais. Mais en fait, c'est un peu ouvert à tous l'export. Je voyais l'autre jour qu'il y avait pas loin de 100 000 micro-entreprises qui exportaient. Alors certainement pas de façon régulière et construite, mais l'export, ça peut être aussi des opportunités temporaires. Bien sûr. Et donc l'estimation, c'est qu'il y a un vivier potentiel d'entreprises exportatrices qui ne se connaissent pas encore, qui serait de l'ordre de 250 000 entreprises. 250 000. Voilà. 250 000 entreprises. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout, potentiellement, peut s'exporter. Alors, il y a sans doute des secteurs phares que l'on connaît aujourd'hui, puis il y a aussi des secteurs qu'on n'a pas encore explorés, parce que tout va très vite, mais dans l'absolu, tout peut s'exporter. Oui, bien sûr, il y a des secteurs phares avec des entreprises phares. On peut parler de l'aéronautique avec Airbus. Si on parle d'agroalimentaire, entre guillemets, on peut parler de la filière vin qui s'exporte très bien. Mais la filière vin, c'est aussi beaucoup de PME. Pas que des grosses entreprises. Donc voilà, c'est pas que des grosses entreprises qui vont exporter. Dans la région, vous avez l'électricité avec Le Grand, par exemple. Bien sûr. Il y a aussi, si vous êtes là présent et que vous avez je vois Philippe hein, qui a peut-être d'autres idées, Jean-Christophe qui connaissait bien le secteur des entreprises, n'hésitez pas à donner des exemples hein, d'entreprises. Après, si on veut parler en Creuse, par exemple, vous avez dans les entreprises exportatrices, Chavgrand qui fait du fromage, Pinton qui fait de la tapisserie. Donc Aquaroche qui fait de la céramique. Il y a à peu près 80 entreprises exportatrices en Creuse. En Creuse, ce qui est pas mal vu la taille du territoire. Hein. Ce qui est pas mal, ce qui pourrait être mieux, mais qui est déjà pas mal. Oui. Alors ça pourrait être mieux, c'est vrai quand même que c'est sans doute quand même révélateur de la dynamique du territoire de la Creuse. Hein. Moi je continue de le dire, j'ai reçu beaucoup de Creusois ici. Bien souvent, la réalité de ce qui se passe en Creuse est différente de l'image qu'on peut en avoir. Même si vous trouvez qu'on peut faire plus, c'est vrai qu'on peut faire plus, mais quand même, il se passe pas mal de choses et on a l'impression que le secteur industriel, commercial de Creuse est quand même assez dynamique. Bien sûr qu'il y a des entreprises dynamiques en Creuse, oui. Voilà. Et en plus, j'ai quand même la sensation que le territoire en lui-même est assez solidaire et assez. C'est l'idée que vous en avez aussi ou pas?
Oui, en fait, bon, le territoire n'est pas très grand, mais on a une facilité d'accès en fait, aux informations, par exemple grâce à la Maison de l'économie qu'on a à Guéret, où on peut venir chercher toutes les informations qu'on veut pour pouvoir développer son entreprise. Pas que à l'export, d'ailleurs. Très bien. Alors, vous le disiez, donc on va reprendre quand même quelques chiffres. Hein. Environ 8000 ETI et grosses PME exportent, 60 000 PME exportent de façon régulière, 55 000 de façon irrégulière, occasionnelle, et donc vous le disiez, plus de 100 000 micro-entreprises qui ont exporté en 2019. Voilà, le réseau des CCI estime aujourd'hui que il y a environ 250 000 PME non exportatrices qui ont le potentiel et plusieurs milliers en Nouvelle-Aquitaine. Donc on est à la fois sur quelque chose qui existe et à la fois sur quelque chose qui est porteur de potentiel. Hein. La démarche d'exportation, il y a des choses à faire qui restent encore. Hein. Ah bah oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, ceci dit comme ça dans mon salon, ça paraît simple. Mais ce n'est pas forcément si simple que ça. Hein. Ce n'est pas les histoires de bouteilles à la mer. Il y a un minimum de prérequis ou de choses au moins auxquelles il faut réfléchir. Vous, quels sont les conseils que vous donnez à quelqu'un qui se dit bah, « tiens, je pourrais peut-être exporter » bah, alors, il faut se préparer. Il faut se préparer. Ouais. Et donc, il y a toute une série d'outils pour alors, aider à se préparer. On va voir les outils une fois qu'on a… Ouais. Mais déjà, il faut avoir envie. Est-ce que c'est un gros investissement personnel de penser à l'export? Alors, je pense très clairement que si le chef d'entreprise n'a pas envie d'y aller, l'entreprise… Là, on parle des TPE et des PME, hein? Oui. Si le chef d'entreprise n'a pas envie d'y aller, l'entreprise n'ira pas parce que il faut être moteur de cette opportunité. D'accord. Et alors, il y a un petit chiffre que je donne en général. C'est que pour donner envie, il y a 65 millions de Français et il y a 6,5 milliards d'individus sur Terre. Voilà. Donc potentiellement, le gâteau est 100 fois plus gros à l'extérieur. Bien sûr. Alors tous ne comptent pas, mais ça donne une idée de l'opportunité que peut représenter l'export. Alors il faut avoir envie, il y a des opportunités. Alors évidemment, c'est plus simple quand on a un produit qui permet de se différencier par rapport aux autres. Alors ça, c'est pas facile à définir parce que j'imagine que tous les chefs d'entreprise y croient en leurs produits. Alors c'est pas facile à définir, mais on pourrait peut-être en parler aussi si vous voulez après. Pour avoir le produit différenciant, il y a aussi des solutions. Enfin, quand on se dit je veux aller à l'export, on peut travailler sur le produit qu'on a et comment on le rend exportable. Voilà, désirable ailleurs. Voilà. Hein, c'est ça. Voilà. Et alors, c'est vrai que ce qui ressort, hein, puisque vous avez travaillé, hein, il était à New York, hein, mais il a travaillé quand même, qu'est-ce que vous voulez, il a fait comme les autres invités, c'est bien. Ce qui ressort, le premier message que l'on peut donner, c'est si on a envie ou si on imagine exporter, il ne faut pas y aller tout seul. Absolument, hein? Voilà, absolument. Voilà. Alors pourquoi il ne faut pas y aller tout seul? On verra hein, quels sont les outils, quels sont les accompagnements, quels sont les leviers, quels sont les supports. Pourquoi il ne faut pas y aller tout seul? Quand on a la possibilité de se faire aider pour mieux faire, c'est comme je sais pas, on peut prendre l'exemple d'un coureur de 100 mètres, il prend un entraîneur. Même s'il court très vite et qu'il a très envie d'aller très vite, il prend un entraîneur. Alors, celui qui veut progresser prend un entraîneur. L'autre, il ne le prend pas forcément. Il imagine qu'il court vite. Mais effectivement, le message, c'est peut-être de se dire que l'idée ne suffit pas et qu'il faut s'associer des expertises. Mais oui, il faut construire le projet et quand on est conseiller, alors on n'est pas obligé de faire tout ce que les conseils nous conseillent, mais quand on est conseiller, quand même, ça permet de mieux construire son idée et son projet.
Bonjour Philippe Micard. Ah ben ça fait plaisir Philippe Micard. Vous le connaissez Philippe Micard? Un petit peu, oui. Il était là, hein. Il est venu à votre place. Il est venu, oui. Il sait à quel point c'est agréable d'être dans ce fauteuil. On en parlait tout à l'heure hors caméra, hein, je dirais. Est-ce qu'on peut dire que quand on pense export, on pense d'abord stratégie et investissement? Ça ne consiste pas simplement à avoir un produit que l'on fabrique, dont on espère qu'il sera vendu ailleurs. Ça rentre dans le cadre d'une véritable réflexion, une véritable estimation financière et une véritable stratégie de développement de l'entreprise. Bah, effectivement, parce que si on décide d'aller vendre aux États-Unis, alors sauf si on a de la chance, parce que ça arrive, la chance quand même, mais il vaut mieux la provoquer. Ça c'est comme les disques, hein. On chante sur Internet, moi je peux chanter sur Internet, je ne vais pas devenir le nouveau Michael Jackson demain matin. Hein. Donc la chance, il vaut mieux la provoquer, donc il vaut mieux préparer son projet, connaître le territoire où on veut aller exporter, apprendre à le connaître. Adapter éventuellement son produit au marché sur place. Parce que vous pouvez avoir le meilleur produit du monde en France. Si c'est pas ça, l'appétence à l'étranger, si c'est pas ça qu'ils veulent en Corée du Sud, vous ne vendrez pas en Corée du Sud. Philippe Micard, qui est très sympathique, j'étais ravi de le voir, qui dit « Rassure-toi Jérôme, c'est normal d'être mal assis ». Voilà, vous voyez comment il est mauvaise langue. Ah, il est sympa. Alors, Philippe Micard, sachez-le que il y aura de nouveaux sièges l'année prochaine. Voilà, une fois que ça c'est dit, c'est bon. Mais je ne les achèterai pas à l'étranger, hein, malgré le thème de l'émission aujourd'hui. Oui, donc effectivement, ça relève d'une véritable stratégie de se préparer à l'export. Par exemple, vous, quand vous avez repris Aquaroche, est-ce qu'il y avait déjà une partie export? Alors oui, quand j'ai repris Aquaroche, il y avait déjà une partie export. En fait, si on refait un tout petit peu l'histoire de l'entreprise, elle est née en 1987 sur une idée à l'époque tout à fait farfelue particulière et en avance de phase, qui consistait à dire que plutôt que d'aller dynamiter une barrière de corail, on allait fabriquer un produit de synthèse qui allait remplacer les roches coralliennes pour les mettre dans l'aquarium. Donc tout de suite, il y avait une vraie différenciation en fait sur le produit. Et en 87, ça a démarré. Et en 88, l'entreprise a fait son premier salon international. Elle n'a jamais arrêté depuis. Elle a toujours fait de l'export. Alors c'est plus qu'une stratégie, c'est l'ADN à la base. D'accord. Alors après, au moment de la reprise, moi j'ai poursuivi cette stratégie export en regardant quelles étaient les zones du monde qui étaient potentiellement intéressantes en termes de marché et sur lesquelles l'entreprise n'était pas encore présente. D'accord. Voilà. Donc j'ai rapidement vu qu'on exportait peu ou pas du tout aux États-Unis et que c'était un marché à fort potentiel. Donc ma stratégie s'est tournée vers développer le marché. D'accord. La propriétaire d'avant, elle était au point, sa stratégie d'export était au point? Sa stratégie d'export, je peux dire qu'elle était au point sur les zones qui étaient exploitées. Elle était préparée, accompagnée également. C'est vraiment quelque chose qui se fait depuis tout le temps dans l'entreprise. J'imagine que ça a compté dans votre choix de reprendre cette entreprise-là. Parce que vous avez, de par votre parcours, vous nous le disiez, vous avez une culture de l'international. J'imagine que ça avait une importance particulière. Oui, oui, alors, comme je disais aussi au début, c'est que voilà, j'ai arrêté de voyager. Enfin, je voyage beaucoup moins, mais je voulais que mes produits continuent à voyager. Et ça faisait partie de mes critères, en fait, si je pouvais avoir une entreprise qui soit exportatrice. Parce qu'il y a vraiment des opportunités sur l'export. Et Aquaroche était déjà construit à l'export en Europe, avec également un distributeur en Chine. Ça, c'est le monde à l'envers. Qui représente un marché important pour l'entreprise encore aujourd'hui. Tiens, pour se faire une petite idée, c'était quoi à peu près la part d'export quand vous avez repris l'entreprise et aujourd'hui?
Alors la part d'export, c'est toujours à peu près la même. C'est entre 60 et 65%, ça dépend. D'accord. Ça dépend Ah oui, des donc années, c'est quand même. mais ça a toujours été. C'est quand même. Vous pouvez bouger les jambes, hein, Ouais. Jérôme. Il n'y a pas de souci. Alors, parce que vous comprenez, Philippe Micard, il faut attendre la dernière émission pour entendre dire qu'on est mal assis. Vous êtes mal assis? Ça va aller. D'accord. Alors, je vous le dis, le Creusois est fourbe. Ah. Et, regarde, vous pouvez plier les jambes. Voilà, la dernière émission, Philippe Daly vient à mon aide. Tu es venu, toi, c'est vrai que tu n'étais pas dans ce fauteuil. Bon, on va essayer d'avancer tranquillement. Bon. Voilà, tant pis pour le fauteuil. Merci Philippe Micard. On est là pour parler notamment d'un outil. Ou je ne sais pas comment on appelle ça, un dispositif qui est la Team France Export. Il y en a une dans chaque région. Et donc, je vous propose de voir tout de suite un petit clip de présentation et on va rebondir dessus. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà, pour rassurer Philippe Micard, Jérôme s'est levé, s'est dégourdi les jambes, a fait quelques étirements comme il était très mal assis. Ça va mieux? Ah, ça va beaucoup mieux. Alors, on est quand même mieux assis que dans un avion. Ah oui, ça j'imagine. Ouais. Ah, ça c'est gentil. C'est gentil. Alors, la Team France Export en Nouvelle-Aquitaine, qu'est-ce que c'est? Alors, la Team France Export, c'est un dispositif qui a démarré en 2018 de mémoire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il existe, et il existait et il existe encore, de nombreux dispositifs pour aider les entreprises françaises à exporter. Et dans la tendance du guichet unique et de faciliter l'information, l'accès à l'information, en fait, la Team France Export, elle regroupe toutes les agences et les partenaires qui travaillent à faciliter l'export en France. Donc il y a Business France, il y a BPI, il y a le réseau des CCI, et les régions. Il y a les régions qui sont celles qui financent en fait l'aide à l'export. On en parlera probablement bien sûr. Un petit peu plus tard. Donc tout le monde s'est regroupé sous un dispositif qui s'appelle la Team France Export. Ça permet de mieux mailler le territoire, de mieux avoir les réponses aux chefs d'entreprise qui se posent des questions. C'est facile d'accès. Ça facilite l'accès à l'ensemble des informations, à l'ensemble des dispositifs, j'imagine aussi à l'ensemble des financements, puisqu'on le verra, il existe des financements. Oui, parce qu'en fait, il suffit d'aller sur le site de la Team France Export, de dire qui on est, qu'est-ce qu'on aimerait faire, et puis on trouve un interlocuteur qui va nous permettre de commencer à travailler le sujet, qu'on en soit au tout début, au milieu ou un petit peu plus avancé. En fait. D'accord. Quelle que soit l'étape du projet. Donc là, c'est aussi et surtout, je dirais, un réseau de conseillers. Voilà, donc la Team France Export, c'est un réseau de conseillers. Il y en a qui sont chez Business France, il y en a qui sont chez BPI, il y en a qui sont dans les CCI. Voilà, donc c'est ce réseau de conseillers-là qui va aider les entreprises à construire un projet à l'export. En fait. Très bien. Donc en Nouvelle-Aquitaine, c'est la région qui finance les entreprises avec des aides à l'exportation. Ça, c'est intégré à la Team France Export. La Team France Export, elle est là pour vous renseigner, pour optimiser les moyens, pour vous aider à définir votre stratégie, l'affiner, etc. Mais elle est là aussi pour faire le lien avec l'étranger.
Oui, parce qu'en fait, les agences dont on parlait, donc Business France par exemple, a des agences dans plusieurs pays, je ne sais plus le Oui, nom, oui. enfin, dans plusieurs pays, et c'est ces relais à l'étranger qui viennent nourrir l'information. Si vous êtes intéressé par le marché italien, le bureau Business France en Italie a des informations pour vous aider sur le secteur que vous voulez prospecter, pour vous aider à avancer sur le sujet, quoi. Alors, ça, c'est bien parce que ce sont des contacts, je dirais, très, très opérationnels, hein, très rapidement. Donc, vous le disiez, il y a un site, si on a des questions, on les pose, etc. Il y a les conseillers qui sont là pour faire le lien aussi avec l'étranger. Derrière tout ça, ou qui fédère ça d'ailleurs, c'est la région. On le disait tout à l'heure, il y a aussi un certain nombre de financements qui peuvent être déployés pour aider les entreprises, qui prennent différentes formes d'ailleurs, hein, qui peut être peut-être, j'en sais rien, peut-être des financements directs pour aider à l'export, mais aussi des financements que je dirais indirects en termes de logistique, en termes de choses comme ça. En fait, il faut se préparer, donc il faut préparer son plan. Donc là, il y a déjà une aide de la part de la Team France Export, c'est l'aide de diagnostic, de réflexion, de conseil. D'accord. Donc ça, c'est une prestation à part entière. Oui. C'est souvent comme ça d'ailleurs, hein, que ça se passe. Les aides régions, il y a des prestations au démarrage, au développement. Donc là, il y a une aide à la définition peut-être du projet. Hein. Exactement, il y a une aide au diagnostic qui fait que si vous avez envie d'exporter ou d'essayer d'exporter, déjà on va commencer par un diagnostic, et ce diagnostic conseil, il est gratuit pour les entreprises. Ça c'est bien, ça c'est pas mal. Donc au début, ça ne coûte rien d'essayer d'aller voir si on peut faire quelque chose. C'est important, de le dire. Ça, enfin, moi, je ne le savais pas. Hein. Je trouve que c'est plutôt malin que de dire, ben voilà, si vous avez une idée, on vous aide à définir les contours de l'idée et c'est gratuit. Voilà, donc il y a des prestations qui sont gratuites. Voilà. Et après, plus on avance en technicité et en précision en fait dans la tâche qui est demandée à ces conseillers, plus on va aller vers des choses qui vont devoir être payantes. Mais il peut y avoir des aides. Exactement. Une fois qu'on a fini de préparer son projet en fait, et on sait qu'on veut faire telle démarche à l'export, avec tel produit, tel travail pour adapter le produit par exemple, ou pour se protéger par exemple avec une marque. Donc on définit en fait tout ce qu'on a à faire pour pouvoir attaquer un marché donné. C'est un investissement, il est chiffrable, il est chiffré. Et donc on demande une aide. Et ensuite, on peut par exemple, toujours via la Team France Export, demander une subvention régionale. D'accord. Vous, par exemple, est-ce que vous avez eu recours à Team France Export en tant que chef d'entreprise? Oui. Oui. Alors, c'est à quelle étape du projet? Eh bien, pour pouvoir accéder à des aides, il y a une étape qu'on n'a pas le droit d'éluder, c'est le diagnostic. D'accord. Donc là, il n'y aura des aides pour d'autres étapes que si le diagnostic a été fait. Ce qui semble cohérent d'ailleurs. En fait, la CCI internationale, de cette façon-là, elle identifie les milliers d'entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui ont effectivement un potentiel à l'export. Bien sûr. Donc on fait le diagnostic, on regarde ce qui manque pour y aller. Et si le diagnostic montre que la marche à franchir n'est pas trop grande, donc à ce moment-là, si le projet est viable, à ce moment-là, on passe à l'étape d'après qui est le projet coûte tant, comment je le finance. Et je peux le financer en partie. Et donc là, vous êtes passé par la phase de diagnostic. Voilà, moi en 2018. D'accord. Voilà. Pour quel marché, par exemple? Enfin, quelle destination, j'allais dire?
Alors, on a fait le diagnostic, on le fait de façon générale parce que c'est pas que. Ah, c'est pas un diagnostic que sur le produit. C'est pas un diagnostic sur le produit et le marché, c'est un diagnostic sur l'entreprise, sur comment est-ce que. D'accord. Est-ce Oui. que sa culture va lui permettre d'y aller. Ça semble logique, oui. Si sa culture ne lui permet pas tout à fait, comment on fait pour, si le dirigeant il en a vraiment envie, l'aider à s'acculturer. Voilà, Oui, ça choses semble comme ça. logique. Ouais. Est-ce que, alors on parle souvent, enfin moi je suis une TPE, hein, on est 5, donc Ouais. par exemple une des questions c'est qui va s'occuper de l'export? Dans une TPE de 5 personnes, c'est le dirigeant. Donc ce qu'on veut savoir c'est quand le dirigeant n'est pas là, est-ce qu'il y a quelqu'un Pour diriger l'entreprise pendant pour ce que temps-là. l'entreprise continue de tourner, Bien quoi. sûr, bien Ça sûr. fait partie des choses. Ouais, ouais, d'accord. Donc le diagnostic ne parle pas que du produit et du marché, il parle de tout l'environnement. Mais c'est intéressant de ça parce que des gens comme moi, on ne sait pas. On se dit, bon, voilà, il y a une aide par rapport au diagnostic, on se dit c'est par rapport au produit. Mais non, effectivement, une fois que vous l'expliquez, ça semble tout à fait cohérent que le diagnostic soit global par rapport à l'entreprise. Il est global, il va parler du produit à un moment. Par exemple, si on identifie que pour aller sur tel marché, il faut adapter un petit peu le produit. On peut penser par exemple à l'étiquetage et l'emballage. Ah oui, Par exemple. oui, c'est ça. Ouais. Il peut y avoir des choses différentes en fonction des pays. Ça paraît tellement évident quand on le dit, quoi. Oui, quand on le dit, oui. Quand on le dit. Mais au moment du diagnostic, on voit que l'étiquetage n'est pas du tout adapté pour le marché américain ou chinois, voilà. Et on dit, bon, bah, il va falloir se mettre à jour réglementairement, etc. D'accord. Alors, justement, vous avez eu cette phase, hein, alors que pourtant l'entreprise était déjà dans une phase d'export, mais bon, vous avez eu cette phase de diagnostic. Justement, est-ce que cette phase de diagnostic, alors que vous aviez déjà une expérience, vous a permis de réguler, d'adapter certaines choses et quoi, par exemple? Alors, la phase de diagnostic, elle est obligatoire. Oui, donc, ça. Même si on fait de l'export déjà, si on veut accéder à l'étage d'après, il faut y passer. Il faut faire le diagnostic. Alors, le diagnostic, c'est toujours un moment sympa parce que ça permet de faire son introspection. Eh oui, on fait un pas de côté. On est obligé de faire un pas de côté par rapport à son quotidien. On est obligé de faire un pas de côté, de regarder ce qui se passe, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai changé, moi? En fait, j'ai pris une des personnes qui était dans l'entreprise et je lui ai dit, tu deviendras chef d'atelier. D'accord. Voilà. Parce qu'il fallait que je puisse m'appuyer sur quelqu'un pour pouvoir partir. D'accord. En fait. Donc, effectivement, on voit tout de suite un impact sur l'organisation de l'entreprise et la RH direct. Voilà. Donc, très bien. C'est un exemple parmi d'autres. Oui, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, il y a plusieurs étapes, on va en reparler, donc vous le disiez. La première étape, c'est qu'il faut bien cerner les contours, bien se préparer. Vous, qui avez déjà l'habitude et puis qui faites partie de cet environnement, c'est quoi pour vous les conseils, par exemple, que vous pourriez donner à quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo, qui la regarde, en termes de préparation? Après, ça va être des choses assez simples, on va dire, c'est du bon sens. Pour partir aux États-Unis, on va regarder si les clients sont les mêmes qu'en France. C'est-à-dire les mêmes qu'en France? Si la typologie de clients qu'on peut viser va être la même qu'en France, comment ils fonctionnent, comment on peut sécuriser ses paiements. Oui, bien sûr. On va regarder combien il faut investir pour pouvoir aller aux États-Unis. Enfin, déjà, un truc simple, c'est de savoir combien ça coûte par jour d'aller aux États-Unis. Alors, ça coûte quoi par jour d'aller aux États-Unis? Ça coûte pas loin de 1 000 € par jour. 1 000 € par jour. Voilà. D'accord. Donc, il faut le prévoir. Voilà, il faut savoir où on va. On ne peut pas dépenser de l'argent sans savoir quel est l'objectif derrière. Alors, un conseil aussi qui peut être donné en termes de préparation, on en parlait tout à l'heure, c'est que bien évidemment, vous partez, vous partez dans un salon, etc. Mais ce n'est pas parce que vous avez décidé de vendre que le retour va être immédiat. Voilà, oui, ça peut... Voilà, vous parliez des coûts, par exemple, savoir que
y aller là-bas, ça veut dire 1 000 € par jour. D'accord, mais une fois que vous avez dépensé cet argent, ce n'est pas parce que vous y aurez été que dans le mois qui va venir, vous aurez rentabilisé votre investissement. Voilà, c'est pour ça que de se faire accompagner derrière, ça permet également de se faire financer. Ouais. Et donc ça permet d'alléger un peu la note quand même, quoi. Donc bien se préparer et j'imagine que le diagnostic vous amène des infos par rapport à ça ou c'est une étape d'après? Le diagnostic, il amène des informations sur, par exemple, les points forts et les faiblesses de l'entreprise qui veut se présenter sur le marché international. Mais le diagnostic ne vous parle pas encore de la projection dans tel ou tel pays? Non, le diagnostic ne parle pas encore de la projection dans tel ou tel pays, sauf si vous dites que vous voulez absolument aller au Japon et qu'on constate directement qu'il n'y a personne qui parle japonais dans l'entreprise. D'accord. Donc on va dire, il va y avoir un problème de langue. Il va falloir trouver une solution pour le régler. Est-ce que vous allez apprendre le japonais en 6 mois ou est-ce que vous prévoyez donc du coup dans votre plan de préparation d'avoir des coûts d'interprète pour pouvoir aller au Japon en toute sérénité, quoi. Il y a ensuite la phase de financement. Donc là, j'imagine qu'une fois que le diagnostic est posé, il faut établir un plan extrêmement détaillé. Vous êtes aidé là-dessus par l'accompagnant, le consultant? Il faut établir un plan détaillé, effectivement. Donc il faut se mettre les idées au clair, il faut tout écrire. Il faut vraiment savoir où on va. En fait, il faut être capable de dire aux financeurs, voilà ce qu'on veut faire et voilà ce dont on a besoin. Et donc voilà le retour qu'on va avoir. Alors, ce n'est pas tout à fait un banquier, c'est la région. Mais il faut quand même, voilà, on ne va pas distribuer de l'argent juste comme ça. L'objectif de la région, c'est de créer de l'emploi en région. Donc, elle va financer des projets dans lesquels elle croit, quoi. Après, et on est accompagné, puisque les conseillers Team France Export, en fait, une fois que vous êtes rentré dans un dispositif de Team France Export, vous avez un conseiller dédié, attitré, d'accord, suivant votre secteur d'activité, en fait. Et donc, c'est lui, votre interlocuteur, qui va pouvoir vous aider à construire votre plan, à aller chercher les informations chez d'autres, si lui-même n'a pas les informations directement. Et donc, ils connaissent très bien leur réseau, leur maillage de la Team France Export. Donc, ils savent très bien où aller chercher les informations dont on peut avoir besoin pour gagner du temps, quoi. Après, j'imagine que si vous avez l'étape de diagnostic, cette étape de diagnostic est validée par la Team France et que vous continuez sur les autres étapes, c'est quand même un gage de sérieux par rapport à la demande de financement. Donc, à la fois, vous êtes aidé techniquement, j'imagine, pour monter cette demande de financement, et puis le fait que vous soyez toujours accompagné valide un petit peu la démarche et le sérieux de la démarche. Bien sûr, l'accompagnement, il va aider à la réussite du plan. Ça c'est important. Donc, oui, alors je vois Business France peut vous aider, par exemple, dans la prospection sur le marché, en ciblant un panel de prospects à qui présenter une offre. Oui, par exemple, moi je me suis rendu en Italie dans le cadre de mon programme Export. Et donc avec Business France, avec le bureau de Business France en Italie, donc ils ont fait un état des lieux des entreprises qui potentiellement pouvaient être intéressantes pour moi à prospecter. Donc ils font un vrai travail commercial. On échange sur ce premier panel, on fait un premier tri en fait, quoi. Et ensuite, Business France, par exemple, a contacté toutes les entreprises que j'avais listées comme potentiellement intéressantes. Que vous aviez retenues sur la liste initiale. Pour leur présenter mon entreprise, mes produits, et leur demander s'ils étaient intéressés à une venir vous rencontrer en Italie. En Italie, à l'occasion d'un salon international où j'avais prévu de me rendre. En tant que visiteur, donc j'ai profité, j'ai visité le salon et j'en ai profité pour avoir plusieurs. Et ça a donné de bonnes choses, Alors ça a donné quelques rendez-vous intéressants.
donc oui, ça fait avancer les Là, choses. là aussi, hein, on voit toute l'importance de la préparation, hein, parce que tout ça, là, on le dit ici, mais j'imagine que les choses, elles se préparent des mois en avance. Eh ben, ça s'est travaillé sur quelques mois, effectivement. Cette étape d'aller sur le salon pour rencontrer des gens qui avaient envie de nous rencontrer. Bien sûr. Ouais. Alors, pour répondre à la question de Jean-Christophe, les entreprises françaises doivent-elles s'assurer crédit à l'export? Alors, alors, l'assurance, oui. Il y a plusieurs niveaux d'assurance. Alors oui, c'est ce que je dis, il faut se préparer, ça on en a parlé, il faut se financer, donc ça on peut s'auto-financer ou on peut aller chercher des aides de la région. Et après, en fait, effectivement, il y a plusieurs niveaux d'assurance. Alors c'est quoi ces niveaux d'assurance? Il y a un niveau basique auquel il faut penser, mais là les conseillers, ils vous le disent. Ils vous le disent, hein, c'est que... mais on s'assure contre quoi en fait? On s'assure contre 3 choses. On s'assure contre la même chose que ce qu'on s'assure quand on travaille en France. On a une responsabilité civile professionnelle. D'accord. Et des fois, dans certains cas, il faut l'étendre à l'international parce que il faut vérifier si la police d'assurance couvre tel ou tel pays dans lequel on vend. Alors, par exemple, les États-Unis sont en général exclus des polices d'assurance de base. D'accord. Et donc, il faut un petit supplément. Alerter son assureur quand on vient vendre aux États-Unis pour lui dire « je vends aux États-Unis » et donc vous payez un petit supplément. Voilà. Ça dépend des assureurs. Oui, il y en a c'est du fixe, il y en a c'est du prorata du chiffre d'affaires. Donc il faut s'assurer en responsabilité civile. En responsabilité civile. Après, et là Jean-Christophe il va être content que je dise des choses comme ça, il faut s'assurer qu'on va être payé. Oui, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que travailler gratuitement, ça n'intéresse pas grand monde. C'est intéressant, mais pas longtemps. Voilà. Alors, s'assurer qu'on va être payé. Donc moi, j'ai un petit peu de chance sur le sujet. C'est un point d'assurance que je peux éviter parce que j'arrive à faire payer tous mes clients d'avance. Pour l'instant. Ah oui, à l'avance, d'accord. Voilà. Ok, donc oui, forcément. Donc, j'ai pas besoin de m'assurer. Mais mettons que j'ai un contrat, disons, où le fait de payer d'avance soit rédhibitoire et que je veuille absolument travailler ce contrat-là. Donc vous êtes par exemple obligé d'envoyer la marchandise au client avant qu'il vous paye. Là, vous prenez un risque. Là, on prend un risque. Donc là, on va avoir des assureurs crédit. Donc il y a des assureurs crédit privés, il y a des assureurs crédit institutionnels. L'assureur crédit institutionnel, c'est BPI. BPI, d'accord. Donc ça, c'est le... Donc là, c'est pareil, il vous assure en fonction de certains niveaux attendus. Voilà, on est assuré en fonction de la solvabilité déjà. Alors ce qui est bien, c'est que travailler avec un assureur crédit, ça donne des informations sur le client potentiel qu'on ne peut pas trouver comme ça dans la nature. Parce qu'eux ont accès à des données bancaires, aux informations précises. Et donc, quand un assureur crédit vous dit « faut pas y aller », faut pas y aller. Oui, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à y aller. En général, il faut réfléchir à 2 fois avant d'y aller quand même. D'accord. Même si on a très envie, il vaut mieux pas y aller. Si on a très envie, au moins on connaît la nature du risque qu'on prend. C'est bien, c'est bien. D'accord. Et le troisième niveau? Le troisième niveau, c'est un niveau qui est assez intéressant en fait pour les chefs d'entreprise qui veulent se lancer à l'export. Parce que c'est un petit peu du financement aussi. En fait, c'est s'assurer sur la réussite de son plan à l'export. En fait. D'accord. Alors, je vais en dire un petit peu plus quand même. Parce que, bien sûr. En fait, dans le montage de son projet, on a une partie subvention et on a une partie qui est proposée par BPI Assurance Export qui permet de dire je vais engager sur les 2 prochaines années 30 000 € de dépenses qui ne sont pas couvertes par la subvention. D'accord. Donc ça, oui, c'est votre partie, votre participation propre. Voilà. Pour aller faire tel marché, donc on fait un plan, on dit je vais dépenser 30 000 €. On dépense ces 30 000 €. Et quand on a fini de les dépenser, on va voir BPI, on lui dit voilà, j'ai dépensé les 30 000 €. Et ils vous rendent les 30 000 €.
Donc ils vous financent a posteriori ce que vous avez dépensé. Et ensuite, vous leur remboursez au prorata de votre chiffre d'affaires réalisé sur la zone. Donc c'est pour ça que c'est une assurance. C'est que si vous avez réussi, vous rembourserez. Voilà. Si vous n'avez pas réussi, vous ne rembourserez pas. D'accord. Voilà. D'accord. Alors j'ai dit, ils vous les donnent après, mais il faut quand même construire ça en amont, oui, dans sûr. le plan. C'est-à-dire qu'on ne dépense pas 1 euro sans l'accord de son assureur. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et ça, donc l'intérêt, c'est que ça permet de lancer son développement et ensuite, on va rendre l'argent à l'assureur. Très bien. Et plus on en rend, et plus on est content. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, on a une question de Philippe Micard qui donc a fini de se tracasser pour votre posture et qui dit « Quelle est ta meilleure expérience à l'export » C'est intéressant, c'est une bonne question ça. Quelle est ma meilleure expérience? Si on devait en retenir qu'une, ça serait laquelle? Alors, et pourquoi surtout? En fait, nous, on a un événement qui a lieu tous les 2 ans qui est quand même très important pour nous à l'export. On participe donc, et depuis la création de l'entreprise, on participe au Salon international de l'animalerie en Allemagne. Donc c'est un salon qui dure 4 jours où il n'y a que des visiteurs professionnels. Donc pour vous donner une idée, il y a 40 000 visiteurs professionnels sur 4 jours. Il s'est tenu au mois de mai. Là, on a eu 32 nationalités sur notre stand. Donc on a vraiment un panel de visiteurs extraordinaire. Et c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. C'est un rendez-vous qu'il faut bien préparer en amont. C'est un rendez-vous qui coûte cher. Mais qui peut rapporter. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le rater et bien le préparer. Donc voilà. Et il y a toujours une excitation en fait dans la phase de. Et toute l'entreprise, ne va pas sur le salon. Elle est mobilisée. Toute l'entreprise est mobilisée autour de cet événement. Et il y a toujours, on sent l'excitation qui monte. Et ça veut dire que quand vous revenez de là-bas, parce que c'est vous qui y allez, tout le monde vous attend au pied de l'avion pour vous dire comment ça s'est passé de l'entreprise. Quand on revient de là-bas, tout le monde nous attend avec le carnet de commandes. Elles sont où les commandes D'accord, donc vous avez intérêt. Mais jusqu'à présent, visiblement, si c'est votre meilleur souvenir, ça veut dire qu'à la fois le contexte et à la fois ce que vous en retirez est très positif. Tout à fait. En fait, si c'est préparé correctement, c'est bon quoi. Voilà, c'est bon quoi. Alors, Philippe Micard, qui est un peu taquin, vous connaissez, ne croyez pas qu'on fasse une émission des Creusois pour les Creusois. Mais pour l'instant, il n'y a que les Creusois qui posent des questions. S'il y a d'autres gens d'ailleurs, posez des questions. Alors, ça, c'était le premier effet, le meilleur. Et il demande, et le pire? La pire expérience à l'export, c'est quoi? C'est pas forcément un salon d'ailleurs, c'est peut-être une relation commerciale, c'est peut-être un marché qui était prévu et qui a complètement foiré, c'est des bandits qui vous ont détourné X produits à l'étranger. C'est quoi votre pire expérience en termes d'export? En fait, on peut être déçu. Donc par exemple, moi j'avais eu la possibilité de commencer à travailler avec un distributeur en Espagne. Et puis, du jour au lendemain, en fait, on ne sait pas pourquoi, il a disparu. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Et donc, en fait, voilà, moi je vois, c'est des échecs. C'est une déception. C'est des déceptions parce qu'en fait, on a investi du temps pour y arriver, on a des choses qui démarrent correctement, et puis ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter d'un moment à l'autre, quoi. Ça fait partie. C'est important, c'est intéressant d'ailleurs. Je trouve que bonjour Lila Legrand. C'est important parce que quand vous le dites, on le raconte là depuis le début de l'émission. Vous racontez les choses qui facilitent l'export. Votre propre expérience, on reviendra dessus. Vous nous parlerez là de New York par exemple, comment ça s'est passé et tout. C'est vrai que de fait, on peut en retenir. Ça peut provoquer un sentiment de facilité ou de possibilité, mais en fait, c'est pas que ça. Non, mais il faut, si on analyse bien quand même son marché… il y a plus de chances que ça marche que de chances que ça marche pas. Il y a des zones qui sont plus faciles que d'autres. Par exemple, ça peut être tout aussi facile de vendre un produit à Berlin qu'à Montluçon. D'accord.
Oui, ça peut être tout aussi sécure et facile. Voilà. Hein, l'export, c'est pas forcément l'aventure. Oui. C'est pas Indiana Jones, quoi. Oui, d'accord. Donc l'export, on peut en faire de façon simple aussi au début, quoi. Alors après, il faut peut-être le faire aussi de façon raisonnée. Mais ça, j'imagine. De façon méthodique. Voilà, surtout, le diagnostic aide dans cette approche-là. De façon méthodique, et le diagnostic qui sert à ça, en fait, à savoir par quoi commencer. Si vous vendez un produit qui est soumis à une réglementation, par exemple, du ministère de l'Agriculture australien, courez pas pour essayer de le vendre en Australie. Essayez d'abord de le vendre en Belgique, en Allemagne, voilà, où au moins on a par exemple un cadre européen Et oui. qui fait que c'est plus facile. On n'est pas obligé de tout bouleverser pour aller… En fait, c'est plus facile de vendre du camembert en Allemagne que de le vendre en Australie. Bien sûr. La réglementation n'est pas la même. Ouais. Donc on peut quand même… Bon, ça normalement, le diagnostic devrait le dire assez rapidement. Le diagnostic le dit. Oui. Le diagnostic devrait le dire. Sûr. Lila, bonjour. Ben, écoutez, faites-vous connaître Lila. Hein. Je ne sais pas qui vous êtes, mais ça fait plaisir de vous voir là. N'hésitez pas à nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu sur cette émission. Alors, on parlait de… Il nous reste une dizaine de minutes. Ouais. On parlait des salons. Vous étiez donc à New York il y a peu. Vous y êtes resté combien de temps ? Je suis resté 4 jours. D'accord. L'objectif, c'était quoi à New York ? Alors, à part vendre, bien sûr, mais… Alors, l'objectif à New York, en fait, c'était d'aller sur un salon grand public pour épauler mon distributeur. D'accord. Donc, vous avez déjà un distributeur là-bas. Pour le voir dans l'environnement grand public. Ouais. Et donc, pour pouvoir avoir des retours clients de la part des utilisateurs du produit. Et j'ai beaucoup discuté avec les influenceurs, en fait. Ah oui, ça, on va en parler. C'est quelque chose qui, chez nous, c'est développé, c'est pas développé, cette stratégie commerciale des influenceurs en France ? Je dois avouer Parce qu'il y a une grande… Derrière influenceurs, il y a beaucoup de choses possibles. Hein. Il y a à boire et à manger. Voilà, oui. Et puis, oui, c'est un sujet qui méritera à un moment donné qu'on s'y pose dessus en matière de communication, de merchandising. Je pense que tu peux faire une émission d'une heure sur les influenceurs. Mais c'est intéressant. Donc là-bas, il y en avait. Donc c'est quoi l'impact par rapport aux produits d'Aquaroche ? En fait, il faut un bon influenceur, il faut qu'il croie au produit, quoi. Il va vouloir gagner de l'argent pour son travail, mais il faut quand même qu'il croie au produit, qu'il le comprenne, etc. Donc moi, j'ai été là-bas pour parler avec eux du produit, de leur expérience du produit, de comment est-ce qu'il faudrait faire, s'ils ont des choses à faire différemment avec, etc. Pour qu'ils s'approprient vraiment le produit, qu'ils sachent l'utiliser vraiment correctement, pour que derrière, ils en parlent le mieux possible, quoi. D'accord. Donc ça, plutôt positif ? Plutôt positif, oui. Oui. Voilà. On va l'histoire des salons, c'est intéressant parce que ça reste la vitrine. Hein. Quand on parle export, on imagine effectivement, il y a le produit qui s'en va, mais il faut le présenter à l'étranger, aller sur un salon. Alors tiens, je vais faire, où est-ce qu'elle est, il y a CCC que je regarde, voilà le point 6, c'est ça. Voilà, là on est à l'écran sur un salon. Là aussi, pour participer à un salon, il y a des aides possibles, il y a une mutualisation de moyens, voilà, on n'arrive pas là-bas, c'est pas comme au vide-grenier du coin, quoi. Non. Alors, il y a des aides possibles, puisqu'en fait, si on a déjà, quand on a préparé son plan, etc., on peut inclure la participation à des salons et donc se faire financer via une partie de subvention ou d'assurance prospection dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a aussi des stands mutualisés, par exemple. Voilà. Vous avez des stands Team France Export, des stands des CCI, des stands des régions. Ça, c'est déjà sympa, on ne part pas tout seul. Voilà, on ne part pas tout seul, ça permet de mutualiser la communication autour de la présence sur l'événement, ça permet de mutualiser… Oui, parce que le stand, matériellement, c'est quelque chose, mais il y a en fait plutôt tout ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est fait autour. La logistique qu'il y a autour du stand, qui prend du temps, qui coûte un peu d'argent, et si on peut mutualiser tout ça,
effectivement, voilà, D'accord. il faut cibler son secteur, se renseigner sur quels sont les salons sur lesquels il y a des pavillons. En général, on voit Pavillon France, par exemple. Oui, d'accord. Hein. D'accord. Donc, si on veut participer à un Pavillon France, on se rapproche de la Team De la France team. Export Ouais. pour cibler quel est le pavillon France qu'il y a, à quel endroit, et puis on voit comment on peut y participer, quoi. Alors là aussi, alors Lila, bonjour, coordination de la prévention sécurité en BTP, elle suit depuis quelques temps pour connaître les entreprises du Limousin. Mais bien sûr, cette émission, elle est là pour faire connaître les acteurs du Limousin. Ce que vous disiez tout à l'heure, avant l'émission, c'est que donc il y a toutes ces possibilités qui sont offertes pour participer au salon, avec la mutualisation des moyens, des aides financières, etc. Et que aussi, en fonction de ses ambitions, en fonction de son projet, etc., on pouvait aussi acheter un certain nombre de prestations spécifiques autour de cette organisation de salon pour aller un petit peu plus loin dans votre projet, hein. Oui, bien sûr. Oui. Après, on peut. Il y a. Alors, je le voyais. Je l'ai vu hier matin. Ouais. J'ai reçu un fichier de présentation en 83 pages de l'ensemble des aides payantes D'accord. qui sont Ah gérées oui. qui sont gérées par la Team France Export. D'accord. Ah oui, donc il y a Donc plein d'aides. on va pas toutes les lister. Non, c'est clair. On n'aura pas le temps. Mais il y aura Ouais. des aides, il y aura des prestations de communication, des prestations, il peut y avoir des prestations presse, des prestations de testing produit, D'accord. d'aide à l'installation dans un pays ciblé, parce que des fois, faire de l'export, ça peut aussi être monter une filiale à l'étranger. Oui. Des fois, ça peut même être nécessaire pour certains pays, j'imagine. Alors la première étape, par exemple, ça peut être le VIE. Le VIE. Alors il faut que j'enlève l'acronyme. Ouais. Donc c'est le volontaire international en entreprise. Donc ça, en général, c'est des jeunes diplômés avec une tête bien pensante qui veulent partir faire une expérience à l'étranger et qui vont vous aider à développer commercialement votre produit sur le terrain. Donc il est basé à l'étranger, dans le pays cible. Il est hébergé par une entreprise qui n'est partenaire, pas la vôtre, mais qui est partenaire, du réseau du projet, on va dire. Ouais. Et ça vous permet de prospecter fermement sur un pays. Et c'est en partie finançable également par la Team France Export. Il y a plein de trucs qui existent, vraiment, c'est vraiment sympa. On se rapproche de la fin, je voulais quand même qu'on dise un mot. Donc on a vu toutes ces possibilités qui sont offertes par le team, là, voilà. Donc d'accompagnement au projet, de développement du projet, de déplacement dans les pays étrangers. Il y a aussi le digital. Oui, le digital, on en a parlé un petit peu avec les influenceurs, parce que bon, eux, ils sont sur les réseaux sociaux. Et donc le digital, c'est les réseaux sociaux, mais pas que. En fait, faut savoir. C'est les e-vitrines, des choses comme ça. Oui, parce qu'il y a quand même, par exemple, juste un chiffre, aux États-Unis, il y a déjà 17% du commerce B2B. Oui. Donc face à face. Business to business. Oui, business to business, oui. Qui se fait en ligne. D'accord. Donc, et ça prend de l'ampleur. Ouais, donc, Business France, par exemple, commence à faire des vitrines sectorielles. Alors, donc, c'est des produits sélectionnés, les nôtres. Oui. Alors, moi, j'y suis pas dans ces vitrines, mais c'est les produits des entreprises françaises sélectionnés pour être présentés à des acheteurs sélectionnés. D'accord. Donc, du coup, quand on fait le travail de se mettre sur une e-vitrine, on se garantit une visibilité de qualité. Après, il y a toujours du travail à faire. Et comment vous êtes sur ces vitrines? C'est quoi? Il faut payer ou alors c'est une sélection? Alors en l'occurrence, les e-vitrines de Business France, la présence sur la e-vitrine, il me semble qu'elle est gratuite, mais par contre, il y a une préparation à faire en amont pour pouvoir être sur ces vitrines-là. Il faut être sûr qu'on a le bon produit, qu'on a mis les bons outils de présentation, etc. Donc c'est un peu des dépenses de communication. Tout ça a un coût. C'est un investissement. C'est un investissement. Voilà, on est quand même des chefs d'entreprise. Il faut quand même dépenser de l'argent pour en gagner. Ils en gagnent tellement qu'il faut bien leur en prendre un peu.
Voilà, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout. Je vous remercie beaucoup d'être venu là. Il y a toujours la dernière question. Alors la dernière question, pour être très honnête, je ne l'ai jamais au début. Hein, donc ça vient au fur et à mesure de l'émission. Donc, allez, c'est quoi le prochain gros objectif ou le prochain gros défi d'Aquaroche? Ça, c'est quoi dans l'idéal? Alors, sans dévoiler de secrets, mais ce serait quoi l'idéal voilà, pour la suite d'Aquaroche? Alors, déjà, je vais dire qu'on n'a pas fini le travail sur les États-Unis. D'accord. Donc, il reste encore des choses à faire. Il reste quand même du travail à faire sur les États-Unis. Parce qu'il ne faut pas brûler les étapes. Ouais. Nous, on est 5. Celui qui s'occupe de l'export, c'est moi. Et on ne peut pas courir la planète. Oui, d'accord. Donc, je vais encore pendant quelques années, 2-3 ans, me concentrer vraiment sur les États-Unis. D'accord. Et comme ça, dans le coin de la tête, peut-être un petit pour après. Bah en fait, déjà maintenant, j'ai pas oublié. Alors moi, j'ai vécu une expérience que tout le monde a vécue, hein, le Covid. Ouais. Et en fait, l'export a été sympa pour certaines zones, ça s'est bien passé. Pour d'autres, ça s'est moins bien passé, etc. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'ai embauché un commercial pour la France pour bien asseoir ma position en France, développer ma position en France en me disant que ça serait une solution pour être encore plus à l'aise pour travailler sur l'international. Sur l'international. Alors il nous reste encore beaucoup de zones à explorer. Mais par exemple, ça serait quoi l'idéal là demain? L'idéal demain, ça serait le Moyen-Orient ou l'Amérique du Sud. Voilà, on le sait, Jérôme Levasseur veut aller danser dans les pays d'Amérique latine, voilà. C'est ça. Il veut aller danser le tango, il veut aller danser, voilà, c'est ça, c'est son objectif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, c'est pas vrai, hein, si madame regarde, c'est pas vrai. Hein, il veut aller travailler, hein, on est bien d'accord. Hein. Elle le sait. Elle le sait, ben oui, elle est au plus près de l'entreprise. Merci beaucoup Jérôme, c'était vraiment très intéressant. Merci pour tous ces renseignements. J'espère que pas mal de gens auront, soit en direct, soit en différé, prendront ces renseignements et puis se rapprocheront de la team France, là, qui est une sorte de boîte à outils extrêmement précieuse. Voilà, ben écoutez, moi, hop, on fait ça. Je vous donne rendez-vous maintenant à la rentrée, en septembre. Avec de nouvelles émissions, on verra, ça aura évolué d'ici là. Et puis pendant ce temps, là, prenez soin de vous. J'espère qu'on ne va pas reprendre une dose de Covid, hein, ça serait bien. Profitez bien de vos vacances et merci de m'avoir suivi pendant toute cette saison. Allez, c'est parti, vous pouvez aller au barbecue. Ciao.